Guinée pour la grande édition de nos informations. Bienvenue, mais tout d'abord le sommaire. Que se passe-t-il au sein de la société de transport Conakry Express? La question est sur toutes les lèvres ce soir. Le train est aux arrêts depuis un certain temps. La question était ce matin au centre des débats du Conseil des ministres. Et puis la gestion des ressources humaines au sein de la sécurité, le plan de carrière et le recrutement sont définis dans un nouveau document qui a été présenté au chef de gouvernement. Enfin, des consultations gratuites pour les personnes atteintes de nécessité. La campagne se déroule dans tout le pays. À Conakry, les services d'ophtalmologie sont bondés de patients venus se faire consulter. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la session ordinaire du Conseil des ministres. Elle a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs questions ont été à l'ordre du jour, notamment la diligence des négociations sur le train Conakry Express et les préparatifs de la COP 22. Pour plus de détails, on suit le porte-parole du gouvernement au micro de Mohamed Bari. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire sous la haute présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. 4 points étaient à l'ordre du jour. Le président de la République a demandé au gouvernement de diligenter les négociations avec la société chinoise exploitant le train Conakry Express en vue de la reprise du transport urbain. Le chef de l'État a invité le gouvernement à plus de vigilance dans la préparation des partenariats avec des entités étrangères dans la perspective de la relance des projets d'investissement, a noté le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge des PME de faire le point du programme d'appui aux PME afin d'optimiser l'accompagnement de la Banque mondiale sur ce programme et d'en tirer le meilleur profit pour les PME guinéennes, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a exigé une participation rigoureuse de la prochaine COP 22 afin que la Guinée y apporte une participation de qualité tant par sa représentation que par sa contribution technique, a ajouté par ailleurs Albert Damantan Camara. Le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 11 octobre 2016. Au titre des examens de textes, le ministre de la Justice a soumis au Conseil l'examen des projets de décret portant régime juridique des établissements pénitentiaires et statut du personnel de l'administration pénitentiaire. Il a indiqué que le respect des droits humains dans l'état de droit requiert de profondes réformes de l'administration judiciaire en général, de l'administration pénitentiaire en particulier. Ces grandes réformes exigent pour leur mise en œuvre un cadre institutionnel, législatif et réglementaire approprié. Le ministre a précisé que la question du régime juridique des établissements pénitentiaires est liée à celle du statut du personnel. Au dire du porte-parole du gouvernement, le ministre a ensuite soumis le second texte portant sur le statut du personnel de l'administration pénitentiaire. Il a rappelé que la situation du personnel de cette administration s'est posée depuis 1984, date à laquelle la gestion des prisons a été rattachée au ministère de la Justice. La garde républicaine, dotée du statut paramilitaire et relevant du ministère de l'Intérieur, a poursuivi la mission de gestion et de surveillance des établissements pénitentiaires. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a soumis au Conseil l'examen du projet de décret fixant le statut de l'École nationale d'administration, ENA. Le ministre a précisé que le mandat principal de ce projet est la réalisation d'une école nationale d'administration dont la mission est de contribuer au développement en Guinée d'une administration compétente et performante, soucieuse de répondre aux besoins des citoyens et guidée par une culture de service public marquée par un sens éthique élevé. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil adopte le projet de décret portant régime juridique des établissements pénitentiaires. 2. Le Conseil adopte le projet de décret portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire. 3. Le Conseil demande au ministre en charge de la fonction publique de soumettre le projet de décret portant statut de l'ENA à un comité interministériel pour la prise en compte des différentes observations.
Le comité sera composé du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du ministre en charge de la sécurité, du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République et du ministre en charge de la fonction publique. Dans les divers, le porte-parole du gouvernement a dit que le ministre de la Justice a informé le Conseil de la tenue d'un atelier sur les modes alternatifs de règlement des différends organisés par l'OHADA. Il a également annoncé qu'à partir du 1er janvier 2017, la Guinée assurera la présidence de l'OHADA. Justement, le dossier sur la relance du train Conakry Express préoccupe les autorités sur le terrain. Ce train aux arrêts depuis un certain moment. La société qui est chargée de la gestion du train pointe du doigt. Mais pourquoi Conakry Express est-il immobilisé? Des éléments de réponse avec nos reporters Aboubakar, Junior Kamara, Makeme Donzo. Depuis le 4 octobre dernier, le train qui relie la banlieue à la presqu'île de Kaloum, avec en moyenne 2000 passagers à bord, est invisible. Conséquence, des centaines d'usagers se bousculent aux arrêts de taxi et bus les matins. L'arrêt du train Conakry Express rend difficile le transport public dans la capitale. L'arrêt du train cause beaucoup de tort à la population. Pour preuve, déjà, vous voyez un peu l'embouteillage qu'il y a au niveau de Bambeto. Pour quitter Chossoa, aller en ville, c'est vraiment un calvaire. Conakry Express, c'est 12 à 13 millions de francs guinéens de recettes par jour. Depuis son lancement en 2009, la Société nationale du chemin de fer trouve cette recette faible pour alimenter sa caisse et celle des partenaires. C'est la Société nationale du chemin de fer de Guinée qui gère le train, qui gère le personnel qui travaille sur le train. Les recettes du train ne peuvent pas servir à rembourser l'investissement. Oui. Parce que le train, c'est une action sociale que l'État a entrepris en faveur de la population. Transport sécurisé à bas coût, le service rendu par Conakry Express est énorme pour la population. Les partenaires chinois qui ont livré le train et assurent l'entretien de la locomotive et de la voie ferrée réclament 42 700 000 $ à la Société nationale de chemin de fer de Guinée. Les négociations sont engagées pour que Conakry Express reprenne ses mouvements. Et puis ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des membres du bureau, des présidents des commissions générales, du rapporteur général de la commission économie, finances, plan et coopération et du ministre conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions constitutionnelles qu'une réunion extraordinaire du bureau aura lieu demain, vendredi 14 octobre 2016 à 10h. La réunion précitée sera suivie de la conférence des présidents à 12h précise dans la salle des actes. Compte tenu de l'importance des questions à examiner, la présence de tous les membres statutaires des deux instances est exigée. Conakry le 13 octobre 2016, Dr Mohamed Beriti. Dans le reste de l'actualité, le projet de construction d'une autoroute moderne Koya-Daboula se matérialise peu à peu. Les études de faisabilité de ce projet viennent de démarrer. Elles consistent à venir réunir toutes les données qui entrent dans la phase de conception et de réalisation de cette autoroute. Explication en Souman Toumani Kamara. Relier la capitale Conakry au centre géographique de la Guinée-Daboula par une autoroute moderne, le projet est ambitieux et le gouvernement de la Troisième République se lance dans sa matérialisation. Les études de faisabilité ont démarré. Les ingénieurs tunisiens et français ont parcouru le tronçon de Koya à Daboula. Munis de GPS, de caméras et autres matériels, cette équipe s'attelle à relever toutes les données. Donc grâce au GPS, on peut enregistrer le tracé de la route existante. Grâce à la caméra, on peut filmer la chaussée et son état. Et donc l'ensemble de ces données va nous permettre de reconstituer le tracé de la route existante, de savoir dans quelles conditions on peut garder ce tracé et transformer, juste élargir la route existante de façon à faire une autoroute. Et dans quel cas le tracé existant n'est pas compatible avec la réalisation d'une autoroute et auquel cas il faut rechercher des tracés neufs afin d'avoir de meilleures caractéristiques. Donc, ces études de faisabilité constituent la première étape qui va définir tous les éléments fondamentaux du projet de construction de l'autoroute Koya-Daboula.
Si on parle du développement économique et social dans un pays, en l'occurrence, il faut développer l'infrastructure. Et donc, du coup, l'État a programmé la réalisation de cette autoroute-là. Et donc, dans ce cadre-là, en tant que groupement, nous avons un contrat avec l'État pour réaliser ce projet-là. Et ce projet, dans ce cadre-là, nous avons fait appel à un bureau d'études français pour commencer les études préliminaires. Et une fois nous avons choisi le tracé, et bien sûr ce sera le tracé le plus économique, le plus rentable. Donc on va commencer à réaliser et les différentes études d'exécution et bien sûr commencer la réalisation du projet. En ce moment, des équipes de techniciens sont déployées sur l'itinéraire du projet Koya Dabola. Elles recueillent des informations sur l'origine, la destination et le nombre de véhicules sur ce parcours. Et les résultats de ces études de faisabilité du projet de l'autoroute Koya Dabola sont attendus en fin novembre prochain. Dans l'actualité encore, le gouvernement a pris connaissance de la politique commune de gestion des ressources humaines. Le secteur concerné, c'est la sécurité. Le plan de carrière des agents est défini dans un document. Il prend également en compte la gestion des recrutements. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. C'est un document qui porte en filigrane la politique commune de gestion des ressources humaines dans le secteur de sécurité. Déjà adopté, ce document vise à professionnaliser la gestion des ressources humaines tout en définissant la création des moyens capables de maintenir la dynamique de la réforme engagée depuis 2010 par le professeur Alpha Condé. C'est bien son rôle d'orientation et d'impulsion qui a permis en si peu de temps d'atteindre des résultats que des pays devanciers de la Guinée dans le domaine de la RSS n'ont pu réaliser en 10 ans. Pour un pays comme la Guinée qui sort d'une longue période de transition, cet exploit est avant tout à mettre à son actif, à l'actif du gouvernement et de tous les acteurs nationaux, étatiques et non étatiques qui ont adhéré à cette réforme nationale inclusive, participative et holistique. Quand nous sommes particulièrement engagés dans l'appui à la réforme du secteur de sécurité, avec plusieurs projets en cours dans le domaine de la sécurité pour un montant global de près de 25 millions d'euros, auquel il convient d'ajouter un vaste projet d'appui à la réforme de la justice de 20 millions d'euros et d'autres interventions comme à travers nos appuis aux finances publiques pour les douanes. Ce document, élaboré par les experts nationaux et étrangers, financé par l'Union européenne, met en exergue une plateforme qui tient compte de la formation, du recrutement et de la gestion des carrières du personnel évoluant dans le secteur de sécurité en Guinée. Le document de base qui matérialise cette innovation est le fruit d'une collaboration entre les ministères de la sécurité, protection civile, l'environnement, les eaux et forêts, le budget et celui de la fonction publique. Ce nouveau cadre définit un partage de rôles et de responsabilités par une délégation de compétences, une déconcentration entre le ministère de la fonction publique, gestionnaire attitré des ressources humaines de l'administration publique et ceux des départements concernés par la politique commune de gestion des ressources humaines du secteur de la sécurité. Dans la construction d'un état de droit, l'amélioration du fonctionnement du secteur de sécurité est un impératif. C'est pourquoi ici, le Premier ministre Mamadi Youla n'a pas tari d'éloges à l'endroit des artisans de ce document. Ce cadre normatif est un facteur important de lutte contre l'impunité. Il inclut le renforcement du cadre légal et réglementaire et le renforcement des mécanismes de gestion et de contrôle. Répondre à ces orientations stratégiques suppose que les ministères en charge de la sécurité disposent d'une organisation et de modes de fonctionnement en adéquation avec les objectifs fixés. La rénovation de la gestion des ressources humaines s'inscrit dans cette volonté d'améliorer le fonctionnement des institutions relevant du secteur de la sécurité. Il est ressorti en effet des consultations opérées auprès des acteurs de la sécurité une aspiration très forte des ministères du dit secteur d'assurer la gestion du recrutement et des carrières pour mieux maîtriser leurs effectifs et mieux valoriser les compétences de leur personnel
dans le but d'améliorer leur performance et leur épanouissement professionnel, gage d'une meilleure efficacité et d'une offre de sécurité plus en phase avec les attentes de la population. Selon les spécialistes, ce document va donner des fondements solides à la réforme du secteur de sécurité, surtout en matière de gestion des ressources humaines. En marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale, certains ministres africains des Finances étaient face à la presse. Une manière de décliner leurs perspectives face au choc macroéconomique. La ministre guinéenne a expliqué les engagements du pays avec les institutions de Bretton Woods. Fatoumata Samora depuis Washington. Partie de cette transaction au niveau des ministres africains des Finances face à la presse. Ils expliquent leur politique et perspectives économiques pour résister au choc macroéconomique et au changement climatique. Ils parlent aussi de leurs engagements avec les institutions de Bretton Woods. L'Afrique a toujours des perspectives positives, si tant est que nous promouvions de manière plus accélérée l'intégration régionale de notre pays, car c'est le seul salut pour nos pays. Les marchés sont réduits, il y a donc évidemment intérêt pour nous casser entre guillemets, je dirais, les frontières et avoir des marchés beaucoup plus conséquents pour qu'on puisse parler d'économie d'échelle et pour qu'on puisse parler vraiment de rentabilité. Dans la série questions-réponses, la ministre guinéenne de l'économie et des finances expose les méfaits de l'épidémie à virus Ebola et les conséquences de la conjoncture internationale sur l'économie du pays. Elle donne également les résultats escomptés par la Guinée dans son 8e programme de facilité élargie de crédit. Lorsqu'on considère notamment les initiatives de l'OMVS qui sont, je dirais, la construction d'un réseau de distribution vers le Sénégal ou aussi un réseau de distribution qui englobe le Libéria, la Sierra Leone jusqu'en Côte d'Ivoire et pour lequel la Guinée est un élément crucial. Au niveau également des routes, je crois qu'il y a également des efforts qui continuent à se faire. La croissance ralentit en Afrique. Ce ralentissement s'explique par le resserrement des conditions de financement, la chute des prix des matières premières et les effets du changement climatique. Dans le souci de s'adapter au nouvel environnement économique international, plusieurs pays africains procèdent au réajustement de leurs plans nationaux de développement. En plus bref et en image, avec la mise en place des centres d'alerte précoce et de riposte aux incidents informatiques lors de la rencontre de Conakry, les États africains s'engagent à lutter contre la cybercriminalité. Ils se sont convenus de mutualiser leurs efforts pour faire face à ce fléau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. A noter également que notre capitale, Conakry, vient d'abriter une rencontre nationale sur le renforcement du climat des affaires. Plus de 200 professionnels de la justice ont échangé sur le mode alternatif de règlement des contentieux liés aux affaires. Et le secrétaire permanent de l'OADA a exprimé sa volonté de promouvoir la gestion des conflits à l'amiable. Explication, Kierno Younoussaba. 17 pays dont la Guinée ont en commun le droit OADA. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, comme on l'appelle, vise l'émergence du secteur privé dans les 17 pays membres de l'institution. Il s'agit de garantir l'activité des entreprises à travers une sécurité juridique adaptée. À Conakry, près de 200 acteurs de la justice sont en formation sur la nécessité de recourir à l'arbitrage, mais aussi sur les modes alternatifs de règlement des litiges liés aux affaires. Cette dernière méthode prévoit la gestion des affaires à l'amiable à travers une médiation. À côté de la justice étatique, nous avons une justice privée qui est animée par des juges privés qui sont choisis par les parties elles-mêmes, par le biais de leurs conventions, de leurs contrats. Pour qu'en cas de litige, au lieu de se transporter devant les magistrats, devant les juges étatiques, ils vont aller devant les personnes qu'elles ont elles-mêmes choisies pour pouvoir trancher leur litige. L'arbitrage même dans le monde évolue beaucoup. Eh bien, notre droit aussi doit évoluer. En même temps, nous devons y ajouter la médiation commerciale. Même si nous sommes en voie de révision donc, de ces textes, eh bien, il est bon qu'ici en Guinée,
les praticiens soient bien informés, les destinataires même de ce droit, les représentants des milieux d'affaires, des banques et autres, soient bien informés et sachent que cette possibilité existe et pourrait permettre d'aller beaucoup plus loin. L'arbitrage est un mécanisme extrajudiciaire. Il permet la résolution des contentieux en dehors du juge étatique. Aujourd'hui, cette méthode de résolution des litiges devenue très prisée dans le monde des affaires complète et renforce l'œuvre de la justice. En Guinée, les acteurs de la justice s'engagent à mieux vulgariser son application pour un climat favorable des affaires. Le climat des affaires, c'est aussi la confiance, c'est la sécurité juridique, c'est l'application sans réserve du droit communautaire, en l'occurrence, qui s'impose à tous les États membres de l'OHADA, voire même au-delà des États. Alors, il y a quand même, tout à l'heure, le secrétaire permanent a parlé de la médiation commerciale. C'était un vœu émis par le chef d'État en décembre 2013 à Ouagadougou, que le Conseil des ministres de l'OHADA a repris en main pour que ça soit une réalité. Cette initiative du secrétariat permanent à travers la Commission nationale OHADA-Guinée entend préparer les acteurs à tous les niveaux à mieux recevoir la présidence tournante de l'organisation prévue en janvier 2017. Et puis cette bonne nouvelle pour les acteurs de la filière mangue de la région de Kankan. La plateforme de conservation et de commercialisation de ce fruit sera bientôt opérationnelle. Le ministre du Commerce était récemment sur le chantier des infrastructures pour constater le niveau d'exécution des travaux. Marie-Angélique Bangoura. Voilà la future plateforme de conservation et de commercialisation de la mangue de Kankan. Elle est composée de 3 blocs. Un pour l'administration, un autre pour le conditionnement et le dernier abrite la conservation. Ici, 3 chambres froides sont disponibles pour une capacité de stockage estimée à près de 90 tonnes de mangue. Coût de réalisation des infrastructures, plus de 6 milliards de francs guinéens. L'exportation de la première tonne de mangue est attendue courant 2017 et les objectifs à atteindre sont évalués à 3000 tonnes par an. Aujourd'hui, donc, nous voulons apporter ce plus aux acteurs qui leur permettra de pouvoir avoir plus de revenus en pouvant exporter leur mangue. Ce projet de construction de cette plateforme de mangue à Kankan est financé par l'OMC à travers le cadre intégré renforcé du ministère du Commerce. À travers cette initiative, le gouvernement guinéen entend améliorer les revenus des producteurs et renflouer les caisses de l'État. C'est une très bonne chose pour la Guinée, une très bonne chose pour les planteurs et tous les acteurs de la filière mangue de pouvoir utiliser bientôt ces installations en 2017 pour pouvoir exporter de la mangue de qualité sous le label guinéen à l'extérieur. Démarré en 2015, les travaux de réalisation de cette plateforme de mangue est estimé à 95% et la remise officielle des clés est prévue en décembre 2016. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social se poursuit à Conakry. Les conseillers sont répartis dans 4 groupes de travail pour mieux aborder les questions du moment. Parmi les sujets débattus, l'épineuse question de la formation. Reportage Alpha Yassila. Les 4 commissions de travail sur les thématiques définies en autosaisine ont entamé les consultations avec les secteurs concernés. La commission statutaire chargée des infrastructures, de la décentralisation, du développement local et aménagement du territoire se propose de faire la lumière sur les difficultés liées aux infrastructures routières. Mais il y a beaucoup de facteurs pour dégrader une route. La charge à l'essieu, si elle n'est pas respectée dans un pays, quelle que soit la construction de la route, elle est dégradée. Donc il faut obligatoirement que l'on fasse le pesage à partir du port, le pesage. Il faut qu'on fasse ça à partir du port et ceux qui vont prendre les agrégats aussi dans les environs, amener à Conakry, il faut mettre le pesage en chaud. Chaque fois qu'un camion est surchargé, ça dégrade les routes. Le secteur de l'éducation et de l'enseignement professionnel occupe une part importante dans la réflexion des conseillers. Il faut mettre en accord, en adéquation
l'enseignement préuniversitaire, c'est-à-dire le primaire, et même déjà le préscolaire, le mettre en adéquation avec le primaire en adéquation avec le secondaire, avec le secondaire avec le technique professionnel et le supérieur, pour que nous n'ayons pas un excédent de personnes formées qui ne peuvent être utilisées comme c'est le cas maintenant. Parce que beaucoup ne sont pas bien formés, parce que la formation n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Il faut revenir sur tout cela. Le Conseil économique et social se penche aussi sur la situation des Guinéens de l'étranger. Cette question est analysée par une commission ad hoc et le résultat des travaux est partagé par l'ensemble des conseillers. La coopération se renforce davantage entre Conakry et Pékin. 4 universités d'excellence vont être réalisées par une entreprise chinoise. Symphonia, l'Abbé Cancang et Nzérékoré sont les sites retenus. C'est une initiative du ministère guinéen de l'enseignement supérieur. Francis Collier nous signe ce reportage. Construire 4 universités d'excellence, c'est l'ambition du gouvernement guinéen. Le projet met l'accent sur la qualité des infrastructures et équipements pour une formation universitaire de qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique travaille sur le projet avec les partenaires chinois. Des bâtiments de R+3 et R+7 vont être réalisés à Symphonia, l'Abbé, Cancang et Nzérékoré. Des logements, des salles d'études, des infirmeries, des cantines et des aires de jeu sont prévus. La coopération entre la Guinée et la Chine, c'est très profonde. Donc, sous les instructions du ministère de l'enseignement supérieur, on a fait les designs pour 4 universités. Maintenant, c'est tout prêt. Dans l'étape suivante, c'est pour la réalisation de ce travaux, c'est-à-dire la réhabilitation et construction des 4 universités. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, le projet est significatif. Il s'agit de la qualification des ressources humaines pour une Guinée émergente. Les équipes techniques sont déjà venues 3 fois sur le terrain. C'est dire à quel point ce projet est important pour les 2 parties. Donc nous avons eu des discussions sur le concept, sur le design, les aspects techniques. Et donc maintenant nous sommes à la phase de négociation commerciale et j'espère que nous allons aboutir à un résultat heureux pour les 2 parties. Ce projet de construction de 4 universités fait partie des points qui seront abordés à Pékin par le président de la République, professeur Alpha Condé, et son homologue chinois. Page santé, comme annoncé hier dans nos éditions, les consultations gratuites de la vue ont été effectives dans les services d'ophtalmologie de la capitale et de l'intérieur du pays. Ce matin, des patients ont rallié ces services pour bénéficier de ces consultations. Elles sont organisées en prélude de la journée mondiale de la vue. Thierno Maroufba, Thierno Ousmane Diallo. Au service d'ophtalmologie de l'hôpital Ignace Dine, Ibrahima Diallo vient à nouveau pour une consultation oculaire. Mais cette fois, contrairement au jour précédent, il ne paiera rien. Un ouf de soulagement pour ce sexagénaire qui entend pleinement tirer profit de cette consultation gratuite établie pour célébrer la journée mondiale dédiée à la vue. 2 semaines. Ça fait 2 semaines depuis que mes yeux me font mal. Ça devient rouge et ça pique. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter le service, ça commence à aller. Et aujourd'hui, je suis venu, j'ai rien payé pour la consultation. En cette journée, ils sont plus d'une 50aine à rallier ce service pour des consultations gratuites. Chaque patient a droit à une visite et à des produits distribués gratuitement par le Programme national de santé oculaire avec l'appui de l'OMS. Même enthousiasme pour les patients au centre communal médical Le Flamboyant, où l'affluence est plus intense. Pour cette journée, 154 patients ont été consultés gratuitement. C'est une très bonne chose parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer les consultations. S'il y a un jour dans la semaine où vous pouvez venir vous faire consulter sans payer, gratuitement, franchement, c'est une très bonne chose qu'il faut pérenniser. Nous avons vu et compris ceux qui ont des problèmes d'yeux
Comme cela a été annoncé la veille, ils se sont mobilisés pour venir consulter les spécialistes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime à 50 000 le nombre de malades atteints de cataracte en Guinée. À travers cette journée, le gouvernement guinéen et l'OMS entendent promouvoir la santé oculaire. Plusieurs campagnes sont prévues en vue d'éliminer la cécité avant 2020. L'objectif de Vision 2020, c'est d'arriver à éliminer la cécité aux abords de l'an 2020. Vous savez que c'est très proche. Et donc, la journée à 4 ans de cet objectif doit donner un coup d'accélération, un renforcement. La journée mondiale de la vue est consacrée chaque année au problème de la cécité dans le monde. En cette journée, les patients sont sensibilisés à la prévention et aux méthodes de traitement des maladies liées à la vue. Enfin, les travaux de construction du centre de santé amélioré de Marila avancent. Il est l'un des 10 centres hospitaliers offerts à 10 communes rurales du pays sur financement du budget national de développement. Le ministre de la Santé était récemment sur le site, sur les pas du ministre Solide Kera. Marila construit son centre de santé amélioré, un projet entièrement financé par le budget national de développement. Sur le terrain, on estime à plus de 70% l'évolution des travaux. Techniquement, bon, nous évoluons presque vers les 80% maintenant, parce qu'on a presque tous les matériaux avec nous dans les magasins. Il y a les carreaux, les WC sanitaires là. Marila est l'un des grands pôles de concentration humaine de la préfecture de Farana. La réalisation de ce centre de santé amélioré révèle la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès des populations aux services de santé, notamment celles à faible revenu. Ici, le défi des autorités est d'intensifier la prise en charge de la mère et de l'enfant, l'une des priorités du président de la République. Je suis vraiment satisfait sur l'état d'avancement de ce chantier. Il y a 2 lots. Vous voyez, il y a le plateau technique, il y a le bâtiment d'hospitalisation. Ce qui est intéressant sur le plan type de ces centres, c'est que nous avons inclus des habitations pour ceux qui sont censés gérer le centre et travailler dedans. La remise des clés aux autorités du lot 1 du chantier est prévue pour janvier prochain. Quant au lot 2, l'entrepreneur prévoit la fin du premier semestre 2017 pour rendre les clés. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Alia Kamara. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale.